Bonjour et bienvenue sur le podcast de Espace Hina. Sur ce podcast, on parle beaucoup de transformation intérieure, d'énergie, du système nerveux et surtout de cette capacité que nous avons à passer à l'action pour créer une vie qui nous ressemble vraiment. À travers Espace Hina, mon travail consiste à accompagner les personnes à se reconnecter à leur énergie, à leur corps, à leur clarté intérieure pour aller vers leurs aspirations. On parle souvent du mental, on parle du corps, on parle des émotions, mais il y a une dimension dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'environnement dans lequel on vit. Parce que l'espace qui nous entoure peut soit soutenir notre énergie, soit parfois nous maintenir inconsciemment dans certaines stagnations. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui à travers le feng shui. Le feng shui est souvent perçu comme l'art d'organiser sa maison ou de déplacer des meubles, mais en réalité, c'est une approche beaucoup plus profonde qui s'intéresse à la circulation de l'énergie dans notre environnement et à l'impact que cela peut avoir sur notre bien-être, notre mental et notre vie. Évidemment, le feng shui est un univers très vaste et en 1 heure de podcast, on ne pourra pas tout couvrir, mais l'idée aujourd'hui est vraiment de démystifier cette approche, de comprendre comment elle fonctionne concrètement et de voir comment elle peut s'appliquer dans notre vie. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlotte Bouligne, spécialiste et experte en feng shui holistique. J'ai moi-même été accompagnée par Charlotte et l'expérience était incroyable. Donc, ça me tenait à cœur de vous présenter la belle personne qu'elle est, mais aussi l'expertise qu'elle a dans le domaine du feng shui holistique. Je vous souhaite une très belle écoute et si vous avez besoin de la contacter ou de me contacter, n'hésitez pas. Toutes les informations sont dans la description. Bonne écoute. Bonjour Charlotte, Bonjour Ina. comment est-ce que Ah, tu vas? très bien, je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui sur ton podcast. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté, merci pour ton temps. J'ai vraiment hâte à notre conversation, à notre discussion d'aujourd'hui. Je sais que ça va être rempli de pépites. On va Alors, essayer. sans plus tarder, on peut directement entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter? Puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie professionnelle? Puis tout ça. Alors, je m'appelle Charlotte Bouline et moi, je suis experte en feng shui holistique. Donc, je m'occupe des énergies qui nous entourent, de lire les énergies qui nous entourent dans nos lieux de vie, dans les lieux où on passe le plus de temps, donc notre maison et nos bureaux ou cabinets pour les personnes qui travaillent dans des cabinets. Et de comprendre justement comment ces énergies qui nous entourent vont venir soit nous soutenir dans nos projets, dans notre vitalité, soit justement venir compliquer un peu la donne et du coup, bah, c'est là où on intervient et on essaye de tout fluidifier pour que l'énergie circule mieux dans notre vie. J'adore. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser au feng shui? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où tu as réalisé l'impact de l'environnement? Ou est-ce qu'il s'est passé il y a eu un déclencheur? Bah, en fait, ça a été tout un cheminement. Je sais pas si tu veux l'histoire courte ou l'histoire longue. Comme tu veux. En fait, je vais faire un résumé de l'histoire longue pour pas que ça dure trop longtemps. Mais moi, à la base, je suis française, sauf qu'il y a 18 ans, je me suis expatriée en Colombie et ça fait maintenant 18 ans que je vis en Colombie. Je viens d'un milieu très cartésien, très rationnel. Je ne crois que en la science et à ce que je vois avec mes propres yeux. Et déjà, le fait d'arriver en Colombie, qui est une culture complètement différente, beaucoup plus ouverte à l'invisible, bah, le fait d'être dans cette culture, j'ai commencé à m'ouvrir justement à certaines choses. Je me souviens, mes collègues au travail, parce que je suis arrivée ici avec une entreprise française, et mes collègues colombiens au travail me disaient, Ah, j'ai fait du Reiki.
Du Reiki, qu'est-ce que du Reiki? De quoi vous me parlez? Et puis il y en a une autre, elle me disait, ah bah je vais dans une séance d'acupuncture. Et je fais, acupuncture. Donc en fait, le fait d'être entourée de cette culture m'a petit à petit ouvert aussi à ces sujets-là. Et puis il y a 12 ans, j'ai participé à un cours de 4 mois. C'était plus ou moins un cours de coaching où on abordait beaucoup de choses en lien avec la connaissance de soi. Je me souviens qu'on a abordé tout un chapitre avec le, le décodage, le biodécodage des maladies. Donc la signification derrière la maladie, le lien entre l'émotionnel et les maladies. Donc je me souviens que ce cours m'a fait découvrir le développement personnel et m'a ouvert l'esprit sur tout un tas de choses qui avant pour moi n'existaient absolument pas dans ma réalité en fait. Donc ce cours, c'est comme un portal. Il y a eu un avant et après vraiment dans ma vie avec ce cours qui a duré 4 mois. Donc c'était assez intensif. Et puis à partir de là, j'ai commencé à être complètement nerd sur tous les sujets du développement personnel et du monde holistique. Donc là, j'ai commencé mon cheminement à creuser un peu partout sur les sujets du monde holistique. Euh, et après, pour en venir plus spécifiquement au Feng Shui, ben, il y a le Feng Shui qui a croisé ma route. Je me souviens que j'avais un appartement que je louais. J'avais un appartement dans une autre ville en Colombie que je louais à meubler. Et c'est un appartement qui se louait très bien au début. Et à un moment donné, bah, il se louait plus, et ce qui n'était pas normal. Donc, je suis allée voir une dame ici qui avait un magasin de petits, comment on appelle ça? De tous ces petits euh, Des petites babioles. gris-gris. Voilà, tous Ok. ces petits gris-gris feng shui parce qu'une amie m'avait parlé du feng shui. Donc, je suis allée voir cette dame et elle m'a donné genre une recette, un rituel à faire dans l'appartement. Donc, je suis allée dans l'appartement, j'ai fait le rituel et le lendemain, pouf, comme par magie, l'appartement s'est loué. Donc, ça, Wow. c'était ma première expérience avec le feng shui. Donc là, je me suis dit, bon, ok, intéressant et tout, mais moi, j'y connaissais rien en feng shui. Donc, j'ai commencé à acheter des bouquins, j'ai commencé à creuser, à lire. Et puis, il se passait des choses bizarres parce que je me souviens une fois, on est allé chez une tante de mon mari. Elle nous avait invités à dîner. Et puis, elle me dit, j'arrive pas à vendre mon appartement, personne vient visiter mon appartement, alors que j'ai plusieurs agences sur le coup. Ça fait des mois qu'il est sur le marché et rien. Donc, moi, le peu que je connaissais de Feng Shui, je lui donne deux, trois astuces comme ça. De Feng Shui. Et puis elle nous rappelle 2 mois plus tard, elle me dit, j'ai vendu l'appartement. Et ces histoires, il y en a eu deux ou trois comme ça à la suite. Et moi, mon mari, il me sort, non mais il faut que tu commences à demander une commission, c'est pas possible. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut vendre ou louer un truc, toi, tu arrives à le faire. Et donc moi, je fais, mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, j'y croyais pas, quoi. Mhm. Et moi, il m'est arrivé la même chose. Ce même appartement qui se louait pas, à un moment donné, j'ai voulu le vendre. Et c'est pareil, cet appartement était complètement bloqué. Personne n'allait le visiter. Et un jour, je comprends que cet appartement, pour moi, c'était la représentation de mon indépendance financière, Ah. parce que c'était mon premier investissement. C'est un investissement que j'ai fait quand je travaillais en entreprise, que j'avais un salaire fixe. Et puis à ce moment-là, j'avais 30 ans quand je l'ai acheté et je m'étais fait un plan d'investissement sur 10 ans. Et mon objectif, c'était de ne plus travailler à mes 40 ans. Donc c'était d'acheter un appart, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, etc., etc. Sauf que là, j'avais, je crois, 38 ans. Je ne travaillais déjà plus parce que j'avais fait un burn-out et j'étais en train de prendre une année sabbatique pour moi. Mais il y a quelque chose que je vivais très mal, c'est de ne plus avoir de revenus et de devoir, entre guillemets, dépendre de mon mari. Ce qui pour lui n'a jamais été un problème. Mais moi, j'étais, il faut le dire, malade et j'étais incapable d'aller travailler. Mhm. Mais dans ma tête, c'était impensable
que je ne sois plus indépendante. J'ai toujours été une personne super indépendante et je ne me pardonnais pas le fait de ne pas avoir mes propres revenus. Et du coup, dans ma tête, ça tournait en boucle, ça tournait en boucle, ça tournait en boucle. Comment je vais faire pour avoir mes propres revenus? Et du coup, au lieu de, euh, de sortir de mon burn-out, j'alimentais mon burn-out. Mhm. Quand je comprends ça, quand je comprends que mon appartement me reliait à cette peur de ne pas être indépendante, j'ai pu faire le deuil de l'appartement. Je suis allée dans l'appartement, j'ai fait mon rituel de détachement de l'appartement et de gratitude envers cet appartement. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu des visites tous les jours. Et Waouh. l'appartement, au bout d'un mois, il s'est vendu et il s'est vendu même plus cher que la limite basse que je m'étais fixée. Du coup, là, je me suis dit, OK, est-ce qu'on creuse pas un peu plus quand même le côté feng shui? Il y a un truc. Un truc. Et du coup, je me suis inscrite à une formation feng shui. Et évidemment, quand on commence à apprendre le feng shui, le premier espace qu'on analyse, c'est son propre espace. Donc moi, j'ai analysé l'appartement où je vivais à ce moment-là depuis 3 ans. Et là, aux surprises, l'appartement racontait absolument tout ce que j'avais vécu pendant ces 3 ans, c'est-à-dire mon burn-out, mon chamboulement professionnel, la perte de confiance en moi, etc., etc. Absolument tout était inscrit dans les plans de mon appartement. Donc pour moi, ça a été une révélation à ce moment-là. Et ça a uni aussi tout le monde du dev perso que j'étais en train d'étudier depuis une dizaine d'années. J'ai fait énormément de liens et je me suis dit, bah, c'est ce que j'ai envie de faire et j'ai envie d'aider les personnes à comprendre comment leur lieu de vie influence également leur vie. Le lien entre l'invisible et le visible. C'est incroyable. Comment J'adore notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. absolument. Quelle belle introduction qui, qui, qui met déjà le temps sur tout le reste du podcast. J'adore. Mais du coup, euh, c'est ça que je me disais, c'est que on pense souvent que le feng shui, c'est juste déplacer des meubles, organiser sa maison. Mais concrètement, avec tes mots et ton expérience, c'est quoi réellement le feng shui? Si on veut un peu démocratiser juste le fait de penser que, OK, le feng shui, c'est ne pas mettre mon lit face à la porte, par exemple. Bah, en fait, ce genre de choses que tu mentionnes, comme déplacer son lit, déplacer son bureau, etc., ça va faire partie des outils qu'on a en Feng Shui pour débloquer certaines situations. Mais le Feng Shui, moi, j'aime le voir comme un outil de connaissance de soi. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai fait le lien à ce moment-là, quand j'ai lu mon appartement pour la première fois, avec tout ce que j'avais appris en dev perso. Parce que vraiment, c'est un outil de connaissance de soi qui permet de mettre le doigt sur où se trouve le blocage. Parce que des fois, il y a des Mhm. personnes qui viennent à moi et qui me disent j'en ai marre, l'argent, c'est pas du tout fluide dans ma vie, j'en peux plus, je dois tout compter, etc., etc. Sauf que quand on analyse, bah, on se rend compte que dans ce blocage avec l'argent, c'est pas forcément la personne, mais c'est une conséquence de toute une histoire transgénérationnelle, par exemple. Ouais. Donc Ah le Feng ouais. Shui, ça va nous permettre déjà, de prendre conscience de la problématique, du blocage réel, parce que le blocage en soi peut se traduire par plein de conséquences, mais c'est essayer d'aller à la source du blocage. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est activer, débloquer, faire circuler l'énergie dans notre lieu de vie pour que l'énergie en nous puisse, dans notre vie, puisse circuler également de manière aussi fluide. En fait, ce qu'il faut voir, c'est la maison, c'est notre miroir. Et nous, Mhm. on fait partie du champ énergétique de notre maison.
L'exemple que je donne souvent, c'est comment tu te sens après avoir fait 3 heures de balade dans une forêt, par exemple. Ou après être allé te balader ou te baigner dans une rivière naturelle ou sur une plage. En Mhm. général, on se sent reposé, on se sent, le stress a dû grandement diminuer, on se sent plus tranquille, on ressent plus de paix intérieure. Oui. Et ben c'est parce que l'énergie de la nature vient nous élever notre propre énergie. Donc notre maison, c'est pareil. Notre maison va avoir un impact sur notre champ magnétique. Le champ magnétique de la maison, en fait, va avoir un impact sur notre champ magnétique. Soit elle va nous élever, soit elle va nous permettre de nous élever énergétiquement et donc d'être dans la fluidité, soit le champ magnétique de notre maison est plutôt dense ou bas, la fréquence est plutôt basse, et du coup, bah, ça peut nous mettre dans des situations de stagnation, par exemple. Mhm. Et toi, quand tu travailles avec une personne, par exemple, est-ce que c'est en voyant l'organisation de la maison, le lieu, l'espace, que tu comprends les blocages, ou est-ce que c'est en discutant avec la personne que tu fais le lien avec les éléments de l'espace? Je ne sais pas si ma question est claire. Mhm. En Euh, fait, il faut faire les deux. Moi, je fais la lecture. En fait, quand j'accompagne quelqu'un, on fait toujours une première réunion pour savoir ce que souhaite travailler la personne. Parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs habitants souvent dans les maisons. Et que une même problématique peut se traduire de manière différente d'une personne à l'autre. Donc, c'est mhm, super important de savoir ce que la personne ressent, ce que la personne souhaite travailler. Parce que moi, je peux regarder un plan et je peux savoir, OK, le problème, ça va plutôt être un problème d'argent. Ou ici, ça va plutôt être un problème de relation. Mais après, pour creuser, ça va être super important d'avoir le contexte mhm, et de pouvoir, en feng shui, venir soutenir la personne. Donc, mhm. donc, pour répondre à ta question, les deux sont importants. Mais c'est vrai que juste avec les plans, moi, je peux avoir une idée d'où va se trouver le blocage. C'est hyper intéressant et ça veut dire que inconsciemment, quand on choisit un lieu, ça vient en quelque sorte refléter euh, où nous en sommes dans notre vie sur le moment, refléter notre état intérieur, comme tu disais au début. Ouais, en fait, je pense que c'est pas anodin si on arrive dans un lieu, si on choisit un lieu. Et c'est souvent en résonance avec la personne qu'on est à ce moment-là, les possibles peurs qu'on a à ce moment-là. Moi, je sais que par exemple, j'ai choisi cet appartement parce que j'avais des choses à y vivre. Et on choisit tous le lieu de vie parce qu'on a des choses à y vivre. Après, ce que permet le Feng Shui, c'est soit de faire les apprentissages de manière rapide et passer à autre chose. Si on fait pas le Feng Shui, bah, il peut se passer ce qui m'est arrivé, que j'ai fait un burn-out, j'ai mis 2 ans pour m'en sortir, et ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mhm, Mais de toute façon, c'est ça le sens de la vie aussi, c'est d'être sur, on est arrivé sur cette terre pour grandir et apprendre, pour vivre des expériences. Et ça, on aura des apprentissages à faire durant toute notre vie. À quoi sert le feng shui? Bah, faire en sorte que ces apprentissages soient peut-être un peu plus doux ou plus fluides ou plus rapides à apprendre, quoi. mhm. Et une personne qui n'est peut-être pas familière au développement personnel ou à l'introspection, euh, ça veut dire qu'elle peut rester dans un même endroit toute une vie sans avoir le besoin de quitter ce lieu ou sortir de sa zone de confort ou évoluer. Est-ce que, parce que si la personne n'est pas sensible au développement personnel, est-ce que ça a un impact sur son milieu de vie aussi? Euh, je vais te répondre différemment.
certaines personnes, quand elles font les compréhensions, quand elles font leur travail intérieur, ça arrive naturellement, et ça m'est déjà arrivé avec des personnes que j'ai accompagnées. Elles me disent, j'en peux plus de cet appartement. Euh, je sens que j'étouffe dans cet appartement. Je vais changer d'appartement. En fait, ça vient naturellement. C'est comme on passe à autre chose, quoi. Oui, Après, c'est c'est pas moins ça dans tous aligné. les cas. On peut rester dans un même logement, euh, même après avoir fait l'accompagnement Feng Shui, et avoir fait ses apprentissages. Il y a de tout en Mhm, fait. mhm. Je comprends, ouais. Mais Euh, souvent, les personnes qui n'ont pas fait l'apprentissage, si elles changent d'appartement, il est fort possible que elles retrouvent un appartement avec les mêmes faiblesses. Fait un appartement je avec les vois. mêmes qualités, les mêmes faiblesses. Moi, je regarde par exemple où se trouvent les toilettes, dans quel secteur, parce qu'en Feng Shui, on utilise la boussole. Donc, dans quel point cardinal, par exemple, se trouvent les toilettes? Où est-ce qu'il y a un manque? Parce que quand un appartement n'est pas rectangulaire, en Feng Shui, je ne sais pas si vous voyez, mais on dessine sur le plan de la maison, on divise, pardon, le plan de la maison en 9 secteurs égaux. Et des fois, les maisons sont pas rectangulaires, donc il y a des secteurs manquants. Donc, ce qu'on peut voir dans le cas des personnes, comme tu dis, qui ne travaillent pas sur soi ou qui ne comprennent pas forcément, qui prennent pas conscience de de tout ce qu'on traverse intérieurement, elles peuvent choisir un autre logement avec les mêmes configurations. C'est-à-dire les toilettes qui étaient au sud, les toilettes vont encore être au sud. Ou s'il y avait des toilettes au sud dans le premier, elles vont avoir un manque au sud dans le nouvel appartement, etc., etc. Mhm. Puis moi, je le sais parce que j'ai fait un accompagnement Feng Shui avec toi quand j'avais acheté la Oui. maison, mais je voulais qu'on aborde aussi un petit peu concrètement comment ça se passe un accompagnement Feng Shui. Euh, c'est quoi les informations que tu regardes, sur quelle base tu fais ton analyse. Et puis, je me souviens aussi qu'on avait fait selon mon objectif, l'objectif de mon conjoint, nos problématiques distinctes. Et je voulais mettre un peu de lumière sur ça pour les personnes qui nous écoutent. Ouais, alors l'accompagnement, moi, mon accompagnement se déroule en 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on parle d'évolution, on parle de prise de conscience. Donc, c'est pas quelque chose qui peut se faire, un changement qui peut se faire en une semaine. Donc, c'est pour ça que je fais un accompagnement déjà dans le temps. Ce dont j'ai besoin, ça va être les plans de la maison. Alors, déjà, petite précision, je travaille la majorité du temps en distanciel, à distance. Parce que moi, je vous disais, je suis en Colombie, en Amérique du Sud, et j'ai des clients ici. Donc, quand j'ai des clients ici, ben, je vais chez eux. Mais la majorité de mes clients se trouvent en général en France ou en Europe, des fois au Canada aussi. Donc, je travaille à distance. Donc, pour pouvoir justement faire l'analyse, je vais avoir besoin des plans du logement. Après, grâce à Google, je peux calculer les directions, les points cardinaux, très Mhm, précisément. Et je vais avoir besoin des photos. Et ensuite, je demande plus d'informations, comme par exemple les dates de naissance des habitants. Parce que ça va définir une série aussi de directions favorables ou défavorables pour chacun des habitants. Donc, une mhm, fois qu'on a tout ça, on fait une première réunion, en effet, avec la personne où on va définir quelles sont les attentes de cette personne, quels sont, selon cette personne, ses blocages, quels sont ses points de douleur, quels sont les objectifs aussi de la personne, qu'est-ce qu'elle souhaite atteindre à moyen ou à long terme. Et ensuite, c'est là où je commence l'analyse en profondeur. Je commence l'analyse et une fois que l'analyse est faite, je me réunis à nouveau avec le client. Là, on va faire 2 réunions longues. Longues, c'est à peu près 1 heure et demie, où je vais expliquer à la personne et je prends le temps vraiment d'expliquer à la personne la lecture de la maison ou de l'appartement, c'est-à-dire les informations que moi me donne ce logement. mhm, Parce que j'ai très à cœur de faire ça.
je vous l'ai déjà expliqué depuis le début de, de, de ce podcast, c'est super important pour moi de comprendre ce que vient révéler le logement de ses habitants. Oui. Et la prise de conscience, c'est déjà une grosse partie du boulot et c'est ce qui va permettre aux personnes par la suite d'agir. Parce que si la personne ne comprend pas, bah, peut-être qu'elle va pas mettre en place les correctifs parce qu'elle va se dire, bah, ça, j'aime pas, ça sert à rien, j'ai la flemme, ou etc., etc. Alors que si la personne comprend, déjà, on commence à agir en interne sur la personne et ce sera beaucoup plus facile pour que la personne puisse, agir sur son logement également. Donc ça, cette partie-là, ça nous prend 2 réunions. Ça nous prend ouais, à peu près 3 heures de temps où on explique vraiment la lecture du logement et quelles sont les choses à mettre en place. Alors d'abord, il y aura des correctifs à mettre en place et ensuite, on va activer certaines choses qui vont nous permettre justement d'accomplir nos objectifs ou nos rêves ou ce qu'on a envie de manifester dans notre vie. Et ensuite, je reste disponible sur les 3 mois pour si la personne a des questions, par exemple dans les ajustements de la maison, parce que des fois, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre en place en un week-end. Donc, je suis à disposition pendant 3 mois et on se réunit à la fin des 3 mois pour faire un bilan et pour clôturer l'accompagnement. Donc, voilà comment se passe, mon expertise. Mmh. Puis, c'est adapté à chaque personne qui habite dans la maison, puis il y a aussi des règles générales, qui sont un peu applicables, pour la maison elle-même, pas pour chaque personne. Ouais, il y a des choses qui sont génériques à tous les Mmh. logements. Et il y a des choses qui vont être personnalisables pour chacun des habitants, notamment en fonction de leur date de naissance. Parce que, comme ce que je disais, la date de naissance, ça va nous donner des directions favorables, des directions défavorables. Et par exemple, si la personne, je sais pas moi, vient me voir parce que ça va pas du tout dans sa vie professionnelle, bah, je vais regarder par exemple son bureau, s'il est dans une direction favorable pour cette personne. Entre autres, Mmh. évidemment. On va pas regarder que ça. Mais ça va être une des choses sur lesquelles on peut agir de manière très personnalisée. Mmh. Et il y a des personnes qui peuvent venir te voir pour autant, des problèmes de santé, heu, des problèmes de ouais, de santé, de professionnels aussi. Puis ça dépend vraiment de chaque personne, en fait. Et le lieu Oui, révèle aussi ces dimensions-là chez la personne. exactement. Ça peut être la carrière, ça peut être des relations, des problèmes sur le plan relationnel, ça peut être des problèmes de santé, même si, bon, il faut faire la précision, je ne suis pas du tout médecin. Mais c'est vrai que le feng shui, en fait, c'est ce qui est super intéressant du feng shui, c'est que c'est né en même temps que la médecine traditionnelle chinoise. En fait, c'était une seule et Mmh. même discipline qui s'est développée pendant des siècles et des siècles et des siècles. Aujourd'hui, c'est 2 disciplines séparées. En tout cas en Occident, mais dans les pays asiatiques, c'est pas rare de trouver des personnes qui pratiquent les 2 domaines. Même le troisième, c'est l'astrologie chinoise. Et du coup, on Mmh. parle la même langue avec la médecine traditionnelle chinoise. Quand on va chez un médecin traditionnel chinois, il va regarder, par exemple, l'équilibre des éléments, des 5 éléments, dans le corps. Comment circule l'énergie dans le corps. Donc, un médecin traditionnel chinois, il peut dire, bah, tiens, il y a un déficit de l'énergie bois. Le bois correspond au, au foie. Donc, il se peut que la personne vive en ce moment de la colère. Et ben, en feng Mmh. shui, c'est pareil. Moi, si j'ai un manque, par exemple, à l'est et au sud-est, c'est les 2 secteurs bois de la maison, bah, je pose la question à la personne, par exemple. Un déficit de l'élément bois peut révéler une colère refoulée, un manque d'expression de soi, une difficulté à s'affirmer, etc., etc. Et dans certains cas, on peut mettre le doigt aussi sur des soucis de santé. Ça m'est déjà arrivé. J'ai une personne, par exemple, quand j'ai réalisé l'analyse de son appartement, il y a quelque chose qui m'a tout de suite sauté aux yeux.
c'est la cuisine. En fait, la cuisine, elle n'avait pas de fenêtre. C'était un appartement en région parisienne. Donc, il n'y avait pas de fenêtre dans la cuisine. Et du coup, et en plus, la cuisine était toute peinte en noir. Donc, moi, quand j'ai vu les photos, j'ai eu cette sensation de trou noir, mais réellement. Mhm. C'est comme ça que je l'ai appelé tout de suite. C'est le mot qui m'est venu tout de suite. En fait, cette cuisine, c'est un trou noir. Sauf que cette cuisine, elle était positionnée au sud-ouest. Et le sud-ouest, en Feng Shui, c'est le secteur de l'énergie féminine. Alors, ça nous parle de sa place en tant que femme, sa place en tant que conjointe, enfin femme au sein de son couple, au sein de la société, mais aussi sa place en tant que maman. Je me souviens que la première fois, c'est une cliente que je suis depuis plusieurs années, la première fois qu'on s'est réunis, elle m'a dit qu'elle avait des soucis sur le plan hormonal et qu'elle avait des gros problèmes au niveau de son cycle. Et, et donc moi, je vois ça. Donc, un des correctifs que je leur ai... Ah, et elle m'a dit aussi qu'elle souhaitait pas du tout avoir d'enfant, que c'était pas du tout un projet qu'il y avait dans sa vie. OK? Donc, on ne travaille pas du tout là-dessus. Mais une des recommandations, c'était quand même d'apporter de la lumière à cette cuisine. Parce que c'était quand même sa place à elle, euh, au sein de son couple, au sein de la société, etc. Donc, elle est tout de suite passée à l'action. Elle a repeint sa cuisine. Et puis, elle m'a recontacté un an plus tard pour faire l'actualisation annuelle, parce qu'il y a aussi une notion de temps en Feng Shui. Donc, tous les ans, on refait des petits ajustements. Donc, elle me recontacte. Et là, elle me dit, bah, ça va beaucoup mieux sur le plan de mon cycle. Et elle me dit, c'est bizarre parce que depuis que j'ai repeint ma cuisine, maintenant j'ai envie d'être maman. Waouh. C'est l'énergie féminine, c'est en lien avec toute la sphère gynécologique également, ce secteur-là, parce que c'est un secteur terre. Donc ceux qui connaissent un petit peu la médecine traditionnelle chinoise, ben, tout ça, c'est lié. Et en tout cas, avec son premier chakra. Et donc là, elle me dit ça. Je fais, ah bah tiens, c'est rigolo. Et puis ça en reste là. Et puis l'année d'après, elle me dit, bon, définitivement, on veut être papa et maman, donc est-ce qu'on peut pas activer la fertilité? Donc on a mis en place les activations Feng Shui pour activer tout ce qui est fertilité. Et elle me contacte et elle me dit, dès que j'ai mis ça en place, je suis tombée enceinte. Ah ouais. Et C'est beau aujourd'hui, elle le est... cheminement qu'il y a eu, parce que ça a été quand même un an et plus d'écart entre son premier contact avec toi et Oui, elle est parce que tombée c'est tout enceinte, un quoi. cheminement à l'intérieur de la personne. Et c'est une personne qui n'avait jamais eu de projet d'enfant. Mhm. Après, ça ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas envie d'enfant, c'est un problème. Non, moi, j'ai pas envie d'enfant et mon sud-ouest va très bien dans ma maison. Là, c'était Ouais. vraiment un cas particulier. Et en fait, Mais en mettant les ajustements dans l'environnement physique, à la maison, peu importe au travail, ça a des effets sur nous-mêmes aussi. Ça vient travailler sur notre personne. bah, en fait, il faut voir ça comme un miroir. C'est comme je vais reprendre la logique du corps qui est plus facile à comprendre. Si j'emmagasine du stress tous les jours, pendant des mois, pendant des semaines, des mois, des années, à un moment donné, mon corps va réagir. On a des exemples de burn-out, Oui. entre autres, par exemple. L'épuisement, on arrive à un certain niveau d'épuisement. Donc en fait, c'est ma vie intérieure, mes émotions qui vont avoir un lien sur mon corps. Et mon corps va aussi avoir un lien sur mes émotions. Si j'ai pas assez d'énergie vitale, si je me sens fatiguée tout le temps, si je prends pas soin de mon corps, bah, je vais avoir plus de mal à être en paix intérieure, d'avoir des pensées de gratitude,
à être dans la joie, parce que je vais toujours avoir cette douleur ou cette faible énergie. Donc en fait, le corps est toujours en communication avec les émotions de la personne. Et ben la Oui. maison, c'est comme une extension de nous. C'est pareil. Donc tout ce que je vais bouger dans la maison va avoir un impact sur moi. Mais ça marche aussi à l'inverse. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes, quand vous arrivez dans un nouveau lieu de vie, c'est super important de faire un nettoyage énergétique. Parce qu'en fait, les énergies des habitants précédents restent dans le lieu, si on ne fait rien, restent dans les murs et par conséquent vont avoir un impact sur les nouveaux habitants s'il y a pas de, si on ne fait pas de purification ou de nettoyage énergétique. Moi, ça m'est arrivé quand je suis arrivée dans ce fameux appartement dont je vous parlais tout à l'heure. Au début, les premières semaines, donc j'étais pas encore dans le monde du feng shui. Mais les premières semaines, dès qu'on a déménagé, il y a tout de suite eu de la tension dans mon couple. On, s- on se, on s'engueulait tout le temps, on était irritables l'un avec l'autre, on n'était pas patients, mais il n'y avait aucune raison, c'était comme ça. On savait pas l'expliquer. Et en fait, dès qu'on a fait le nettoyage énergétique, tout s'est détendu dans la relation. Mhm. Donc notre propre énergie va rester dans le lieu, va impacter le lieu. Mais quand on modifie le lieu, ça va aussi avoir un effet sur notre énergie. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est une extension de nous, quoi. Et pour le nettoyage énergétique, c'est quelque chose qu'on fait soi-même ou il faut faire appel à quelqu'un d'externe? On a les deux options. Évidemment, ce sera toujours mieux de faire appel à un professionnel. Mhm. Mais moi, par exemple, quand j'accompagne les personnes, je leur envoie un- comment dire, l'explication, en fait, de comment réaliser la purification énergétique. Mhm. Et si les personnes me disent non, je préfère passer par un professionnel, je recommande aussi une personne qui puisse le faire. Mais c'est bien que la personne apprenne à le faire parce que, ok, la première fois, c'est super important quand on arrive dans un lieu. Mais c'est important aussi de le faire de temps en temps, de faire de l'entretien énergétique. Parce que, par exemple, après une grosse période de stress, bah, ça va être important de repasser un petit coup. Ou après une période où tous les membres de la famille sont tombés malades, bah, ce serait bien aussi de refaire un petit reset énergétique. Donc c'est important, je trouve, que la personne prenne aussi cette habitude de temps en temps de faire ce nettoyage énergétique elle-même. Mhm. Et on parle de changer des choses dans son environnement extérieur, mais des fois, les lieux, bah, c'est des lieux qui sont déjà là. Il y a des choses qu'on peut pas changer des fois. Par exemple, changer de direction ou quoi. Comment est-ce qu'on peut pallier à ça sans casser une pièce et refaire une maison à zéro? Alors je vais me faire une petite autopub. Vas-y, C'est juste, avec plaisir. c'est très juste ce que tu dis. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Notamment, l'exemple que je donne souvent, c'est ce qu'il y a à l'extérieur du logement. Parce que ce qu'il y a à l'extérieur du logement, ça va aussi avoir un impact sur l'énergie du logement. Mhm, Donc, ce qu'il y a à l'extérieur du logement, si on est dans une maison, ok, on a un terrain autour de la maison, on va pouvoir faire certaines choses. Mais si on est dans un immeuble en pleine ville, bah, on ne peut pas du tout agir sur l'extérieur du lieu. Euh, donc, c'est pour ça, et moi, suite à mon expérience aussi avec le choix de mon logement, celui où j'ai vécu mon burn-out et mon changement professionnel, je me suis dit, il y a des choses qui sont compliquées à corriger, donc ce serait important que les personnes apprennent à mieux choisir leur lieu de vie. Il y a des choses super importantes. Euh, Si les personnes arrivent à les avoir en tête avant de choisir leur nouveau lieu de vie, bah, on a déjà fait une partie du travail. mhm, Alors, ce genre de choses, ça peut être, par exemple, l'environnement extérieur. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que on va être là pendant 5 heures. Mais ça peut être, par exemple, moi, j'avais dans cet appartement, dans le centre de la maison. Le centre de la maison, ça représente
l'ancrage, la stabilité de l'habitation et donc des habitants eux-mêmes. La paix intérieure, l'ancrage, etc. Et moi, j'avais des toilettes dans ce secteur-là. Donc, gros apprentissage à faire. Bah, déjà, j'ai perdu ma stabilité. Je vous rappelle mon histoire. J'ai fait mon burn-out. J'ai dû sortir de ma vie professionnelle. J'ai perdu tout ce qui me construisait à ce moment-là, en fait. J'ai perdu mon sol, mon socle, quoi. Mhm. Et c'est ça le centre. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un cours pour que les personnes, c'est un cours très simple, très court, mais qui donne vraiment les grandes choses à regarder quand on visite un nouveau lieu de vie. Justement pour éviter ces grosses erreurs. Après, ce qui est bien en Feng Shui, c'est qu'on a quand même une boîte à outils assez grande. Donc en général, il y a des choses qu'on ne peut pas corriger, mais en général, on a deux ou trois options pour pouvoir corriger ou activer un secteur manquant, par exemple, ou ce genre de choses. Si par exemple j'ai un secteur manquant, bah, je ne peux pas reconstruire ce secteur. Mais je peux activer ce même secteur dans une pièce de la maison. Si par exemple j'ai mon secteur nord qui est manquant, ou dans les toilettes. Le nord, c'est la carrière professionnelle. Et que la personne me dit, bah, niveau professionnel, ça se passe pas très bien en ce moment. Je fais, ok, ça m'étonne pas. Du coup, on peut pas recréer le nord, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va activer le nord dans le bureau de la personne, donc au nord du bureau, ou dans le salon de la personne, ou dans la chambre de la personne. Donc on arrive à jouer sur ce genre de choses, mais clairement, dans ce cas-là, bah, l'apprentissage va être là. Donc c'est ce qu'on va Mhm. creuser aussi avec la personne pour faire les compréhensions nécessaires. Et concrètement, par exemple, activer un endroit ou une dimension, ça se fait par quelles actions concrètes, par exemple? Là, on peut utiliser par exemple les éléments. Donc, si dans une maison, j'ai un déficit de l'élément bois, ou reprenons le secteur du nord, de la carrière professionnelle, c'est un secteur eau. En plus, c'est le seul secteur eau de toute la grille des 9 secteurs. Donc, si j'ai un déficit de l'élément eau, ben, je vais venir apporter de l'eau au nord de mon bureau, ou au nord de mon salon, ou au nord de ma chambre. Donc là, on a plusieurs outils. On peut aussi utiliser de la symbolique. Par exemple, si, je sais pas moi, mettre des symboles qui correspondent à la profession de la personne à cet endroit-là, ou mettre des Mhm. diplômes professionnels de cette personne à cet endroit-là, en respectant les matériaux et les couleurs de l'élément en question. Donc dans ce cas-là, l'élément eau. Ok, hyper intéressant et profond en fait. C'est très Oui, très on profond. croit que le feng shui, c'est quelque chose de très ésotérique, un peu de la sorcellerie, un peu de la magie. Mais voilà, moi, le feng shui duquel je me suis tombée amoureuse, c'est un feng shui très holistique, qui prend en considération vraiment toutes les dimensions de l'être. Oui, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en tout cas suite à tous les échanges qu'on a eus ensemble, quoi. Ouais. Dans ce que j'offre avec Espace Rina, on parle beaucoup du système nerveux, de l'énergie, et je voulais t'entendre un peu sur ça. Est-ce qu'on peut dire que notre lieu, notre environnement est un reflet de notre système nerveux, comme un miroir, comme tu l'as expliqué, j'imagine. Bah, en fait, ça va refléter tous les aspects de notre être. Donc, le système nerveux fait partie de tout ça. J'ai un exemple cette année d'une une cliente qui, pareil, je la suis depuis plusieurs années. Et cette année, elle vient me voir et elle me dit, j'ai l'impression de vivre en panique, dans l'anxiété permanente. Il y a toujours des tensions dans mon couple en plus. Elle était vraiment avec son système nerveux en surchauffe. Et je regarde les photos et elle avait eu la bonne idée de peindre toute son entrée de rouge, un vrai rouge bien vif, hein, pas un petit rouge pâle, et son bureau où elle passe toute sa journée.
elle l'avait complètement peint en rouge. Même le plafond était peint en rouge. Le rouge, c'est l'élément feu. Donc ça vient tout de suite activer notre feu intérieur, notre système nerveux. Donc elle était en suractivation permanente en fait. Et en plus, l'entrée, la symbolique de l'entrée, c'est les opportunités qui se présentent, c'est ce que je manifeste, ce que j'ai envie de manifester, ce que j'attire à moi. Donc là, elle était en train de manifester à chaque fois qu'elle rentrait dans sa maison, bah justement cette accélération de son système nerveux. Donc là, pour le coup, son espace reflétait vraiment son état intérieur. Et je trouve ça toujours aussi bluffant en fait. Je me souviens, hier, je parlais avec mon mari et je lui ai dit, non, mais c'est incroyable. La cliente avec qui j'ai parlé aujourd'hui, enfin, vraiment, son appartement, c'est vraiment le reflet. Il me fait, mais tu me dis ça à chaque fois. C'est fascinant. Tu t'es toujours pas habitué à ça, il me dit. Je fais, bah non. C'est incroyable. Ouais. Qui J'en est- ai des histoires où c'est vraiment incroyable. Ce Est-ce que qu'on tu en as arrive à quelques-unes voir dans. que tu pourrais partager, qui te viennent à l'esprit là maintenant tout de suite? Ah, oui, alors laquelle? Parce qu'il y en a pas mal. Un exemple, par exemple, qui s'est répété ces dernières semaines avec plusieurs personnes, c'est des espaces complètement impersonnels. Tu sais, des appartements très dans l'utilitaire. Donc, j'ai une table avec une chaise. J'ai un canapé avec la télé en face. Mais absolument rien de personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de déco. C'est des couleurs en général très neutres. Euh, euh, Pas du tout d'effet personnel. Enfin, vraiment, voilà, des espaces utilitaires. Un peu comme des Et espaces très nude, esthétiques. non, mais même pas esthétique. Ah oui, ah oui. Non, c'est même pas. Enfin, il n'y a pas eu du tout d'effort sur l'esthétique, oui, sur la déco en fait. Mhm. C'est plus. Après, j'ai pas creusé avec elles pourquoi elles avaient acheté ça à ce moment-là, mais il y en a une, c'est beaucoup de meubles hérités, par exemple. Et l'autre, je Ok. pense, c'était plus les opportunités du moment, les remises, etc., etc. Mhm. Et, euh, et en fait, les deux personnes que j'ai eues avec cette configuration d'appartement-là étaient sur la thématique justement du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est prendre plaisir, c'est développer aussi sa féminité, c'est toute la partie créative, les plaisirs du quotidien. Et en fait, dans les deux cas, c'est des personnes qui ont tendance à faire parce qu'il faut faire, à faire ce qu'il faut faire, mais c'est des personnes qui se sont complètement détachées de cette sphère-là, de prendre plaisir, de faire des choses parce que ça nous fait plaisir en fait. Donc là, c'est une super thérapie le Feng Shui parce que première thérapie, bah, on va décorer l'appartement à notre goût, on va faire quelque chose qui nous ressemble, on va s'inspirer. On va regarder ce qui nous plaît parce que des fois, les personnes, elles savent même pas ce qui leur plaise. Oui. Donc, c'est commencer à regarder des types de déco, qu'est-ce qui me plaît, etc., etc. Donc, ça, c'est un autre exemple récent C'est où, fou, on- hein. où, où le lieu reflète vraiment cette stagnation. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. Là, c'est un feng shui un peu moins évident. C'est une personne qui était bloquée niveau professionnel, mais vraiment bloquée. C'est-à-dire que, voilà, ça, elle avait plus de mission, etc., etc. Donc, évidemment, dans ces cas-là, je regarde le bureau. Et en fait, elle avait collé son bureau contre le mur. Et en plus, au-dessus du bureau, il y avait des étagères avec 200 kilos de livres. Donc, pourquoi j'insiste sur les étagères remplies de bouquins? Parce que c'était un poids qu'elle avait sur la tête, comme une menace. Si Mhm. ces étagères tombaient, bah, elle Tout se prenait. s'écroule. Voilà.
Et le fait d'avoir un bureau collé contre le mur, ça veut dire justement qu'on n'a pas du tout de visibilité sur l'avenir. Bah, on est face à un mur, quoi. Cette Mhm. expression, elle existe, être face à un mur. Et c'est ce qu'elle vivait. Elle était face à un mur au niveau professionnel. Elle ne savait plus du tout comment activer, quoi faire. Elle avait déjà activé tous ses contacts, etc. Donc, je lui ai expliqué la signification symbolique d'être contre un mur et ce poids qu'elle avait au-dessus de sa tête, qui la menaçait également, d'une certaine manière. Et du coup, on a positionné son bureau pour qu'elle puisse avoir cette visibilité stratégique, qu'elle puisse réouvrir sa vision vers le futur. Et en plus, on a positionné évidemment son bureau dans une de ses directions les plus favorables. Et en l'espace de semaines, elle a retrouvé des Ça missions. s'est débloqué. Mhm. Ah, waouh! C'est hyper fascinant comment en peu de temps, ça peut déjà avoir un impact en fait sur la personne. Et Exactement. Ouais, et le bureau, en comment? général, c'est moi dans tous les accompagnements que j'ai faits, parce qu'en fait, la vie professionnelle, c'est très facile à apprécier le résultat. C'est facile, j'ai trouvé du taf, oui ou non. J'ai plus de clients, oui ou non. Parce que des Mhm. fois, le feng shui, bah, on est dans l'énergétique, donc les gens, des fois, ils ont du mal à voir les changements rapidement. Mais la partie professionnelle, c'est quelque chose de très facile à apprécier. Très Et concret. voilà, très concret, merci. Et du coup, quand on agit sur la partie professionnelle, c'est là où on obtient les résultats les plus flagrants, quoi. Oui, puis J'ai une j'imagine même au personne niveau aussi. de l'abondance financière, ça aussi, c'est des résultats qu'on peut voir très Oui, concrètement. ouais, je me souviens d'une personne justement au Canada. Elle vivait dans un petit appartement. On a fait tous les ajustements. Elle travaillait depuis chez elle. Et quand elle m'a contactée, elle me disait, et d'une, je dors pas, je me réveille toutes les heures, j'en peux plus. Et de deux, je stagne professionnellement, je sais plus quoi faire. Donc, on a modifié son lit qui était dans une de ces directions défavorables. En plus, sa tête de lit n'était pas contre un mur. Donc ça, au niveau du cerveau, le cerveau reptilien, donc celui qui gère l'instinct. Si on n'a pas un mur derrière, si on a par exemple une fenêtre derrière la tête de lit, le cerveau qui gère l'instinct va toujours être en éveil, va pas se reposer, parce que le danger peut venir par la fenêtre. Alors que si on a un mur derrière le lit, cette partie-là de notre cerveau va pouvoir se déconnecter réellement pendant la nuit. Donc là, ça a été du jour au lendemain. Dès qu'elle a fait le changement, elle a mieux dormi. Et ensuite, on a fait le changement de son bureau, pareil, qui était mal positionné. Et, euh, et elle m'a dit 3 mois après, j'ai mon agenda qui est rempli, je dois refuser des clients. Ça, c'est le genre de problème qu'on a envie d'avoir. Oui, c'est des bons problèmes. Des bons problèmes. Encore une fois, ça montre à quel point l'environnement a un impact sur nous-mêmes. Puis là, je me dis, s'il y a des gens qui écoutent l'épisode et se disent, mon Dieu, ma maison, elle est catastrophique, il faut que je change absolument tout, etc. Comment est-ce qu'on peut aborder le feng shui sans non plus tomber dans la panique ou l'obsession de vouloir absolument tout contrôler? En fait, moi, ce que je recommanderais pour une personne qui n'a pas du tout de notion de feng shui ou qui n'a jamais fait de feng shui dans sa maison, la première chose à faire, c'est se délester. Se défaire de tout ce dont on n'a pas besoin, de tout ce dont on accumule, mais en réalité on n'utilise pas. Donc ça passe par les vêtements, ça passe par les papiers, ça passe par tout un tas de bibelots, de choses, d'appareils aussi électroménagers qu'on a acheté à un moment donné, mais en fait on l'utilise jamais. Et en fait faire de l'espace. Et juste ça, en général, c'est assez révélateur. Ça peut être révélateur d'une, parce que la personne n'arrive pas à se défaire des choses. Donc là, il faut aller creuser. S'il y a par exemple une peur du manque qui se cache pas derrière ou quelque chose comme ça. Ou ça peut venir révéler.
Par exemple, le fait que bah, la personne, elle fait tout ça et tout d'un coup, elle sent un poids en moins, ou elle se dit, oh, j'avais pas vu ça comme ça. Il y a une certaine clarté mentale qui apparaît. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose que, évidemment, je recommande à tout le monde. Autre chose, ça va être de faire un nettoyage énergétique. Donc pareil, que ce soit vous-même ou fait par un professionnel. Surtout si vous l'avez jamais fait. Ça, c'est super important. Parce que ça aussi, ça fait un reset. On sent vraiment le avant-après. Surtout si avant de faire le nettoyage énergétique, on s'est débarrassé de tous ces objets qu'on n'utilise plus. Euh, et juste ça, ça peut débloquer plein de choses. Oui, Et hein. troisième recommandation, c'est faire en sorte que tout soit en bon état. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent sans grincer, que les ampoules fonctionnent, que les appareils électroménagers fonctionnent, etc., etc. C'est vrai que quand on se débarrasse d'objets, ça fait tellement une différence et on dirait que, enfin, personnellement, moi, c'est quelque chose que j'adore faire et je me sens tellement légère, tellement pleine de clarté par la suite. Mhm. Ça fait du bien, en fait. C'est un vent d'air frais, qu'il y a dans mon environnement C'est et je exactement ça. sais que pour certaines personnes, c'est très difficile de se défaire, d'objets, en fait. Bah, je vais vous raconter une anecdote. Donc moi, avant, je travaillais en entreprise. J'ai fait école de commerce, donc j'étais vouée à quand même une carrière en entreprise assez, enfin en tant que cadre, etc., etc. J'étais assez ambitieuse et donc burn-out, tout ça. Je décide de plus travailler en entreprise. J'avais déjà commencé à travailler en feng shui. Et puis un jour, je me rends compte que j'avais gardé tous mes chaussures à talons que je n'utilisais plus depuis 2, 3 ans, depuis que je travaillais plus en entreprise. Mais ils étaient bien gardés. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est que j'ai pas encore fait le deuil à 100% de la Charlotte cadre, manager en entreprise, etc., etc. Et ça, ces chaussures à talons, c'est ce qui représente l'ancienne version de moi. Donc, quand on fait la compréhension, ok, c'est plus facile À à laisser se aller. délester. Voilà. Ah, on dirait que je viens avoir une réalisation. Je pense à toutes les affaires que j'ai décidé de ramener à Tahiti pour mon déménagement. Je suis en train Oups, de me dire, ah, ça aurait peut-être dû rester ici. J'ai quand même essayé oupsie, t'as de, payé des kilos en trop. mais j'ai vraiment essayé de faire le travail et de garder que ce que j'avais eu besoin dans la dernière année. Je sais que j'ai énormément laissé de côté des vêtements qui justement définissaient l'ancienne Hina et que je voulais un peu refaire ma garde-robe. Mais en t'écoutant, je me dis, bon, peut-être qu'arrivé là-bas, je referai un tri avec plus de conscience et d'intention. Bah, surtout que si on parle de vêtements, on n'est pas sur les mêmes zones géographiques, donc c'est pas le même climat. Oui, ça c'est vrai. Mais ouais. En fait, c'est comme si après on emmène une certaine charge énergétique avec nous et ça nous suit et ça peut nous drainer au final Oui. ce que ça Euh, apporte. Disons que l'encombrement génère de la stagnation, Mm. et, mais ça a aussi un message, tout comme le message que je viens de vous raconter. Je me souviens d'une autre cliente qui me disait, j'en peux plus parce que mon mari, il accumule. Il fait du triathlon et au lieu d'avoir 2 casques, il en a 30 de casques de vélo. Au lieu d'avoir 2 paires de tennis, il en a 30 et ça tient pas dans la maison. Et en fait, en creusant, ben, ce monsieur avait eu une enfance, c'était des gens en Colombie, et ce monsieur venait d'un milieu très défavorisé, donc une enfance euh, très défavorisée.
Et bah, c'était sa peur du manque, en fait, qui se Mhm. révélait dans ce besoin d'accumuler. C'est la peur de manquer. Donc, j'en ai 30 comme ça, j'en manquerai pas. Ouais. Et ça peut se représenter dans quelque chose d'aussi absurde que des casques de vélo. Oui, C'est puis pas ça grave, mais en fait, prend. c'est la même signification. Et lui, il en utilisait qu'un casque, tout le temps le même. Et il avait besoin d'en avoir 30. C'est fou. Et ça prend le fait de prendre conscience et de faire la réalisation pour pouvoir s'en défaire. Mais des fois, Exactement. t'as beau dire à la personne ou essayer de mettre en lumière sur le blocage, entre guillemets, ou peu importe ce que c'est, mais et si la personne, elle n'arrive pas à voir ça ou à comprendre pleinement, si ça s'intègre pas dans la conscience, comment est-ce qu'on peut amener en fait Bah, c'est pour ça que moi, je prends vraiment le temps d'expliquer. mhm, Après, ça va être pareil pour tous les thérapeutes ou toutes les personnes qui travaillent dans le monde holistique. On ne peut pas faire le travail pour l'autre. On est là pour oui, accompagner l'autre. mhm, Mais ça m'est arrivé également, un exemple super parlant. C'est un monsieur qui m'a contacté parce que ça n'allait pas du tout au niveau professionnel. Il avait pas du tout assez de revenus. Son entreprise, elle battait de l'aile. Enfin bref, beaucoup d'instabilité économique. Et je vais chez lui, parce que c'était ici à Medellín, je regarde son salon, et en fait, il y avait quelque chose de super intéressant. Au nord-ouest, pardon, le secteur du Père, il y avait un cadre énorme. Au-dessus du canapé, c'était une peinture énorme qui prenait toute la place. Et cette peinture, elle représentait toute une ville qui était en train de tomber. C'est-à-dire que tous les immeubles étaient penchés sur la ville. Les immeubles, ils n'étaient pas droits, ils étaient penchés comme s'ils étaient en train de tomber. Et en face de ce cadre, il y avait un énorme miroir qui reflétait cette même image. Donc cette image a été présente deux fois. Au nord-ouest, ce qui représentait le père, l'autorité, et au sud-est, ce qui représentait la relation à l'argent. mhm. Donc moi, ce cadre me parle d'instabilité. Donc je commence à parler avec lui et je lui dis, et ton père, par exemple? Quand tu étais petit ou qu'est-ce que t'as transmis ton papa en lien avec l'argent et tout ça? Et il commence à me raconter l'histoire de son papa, l'histoire de son grand-père. Les deux ont fait faillite et à chaque fois, enfin les deux étaient très désorganisés avec l'argent et à chaque fois, c'est la maman ou la grand-mère qui ont réussi à gérer la famille et à maintenir le bateau sur l'eau, quoi. Et là, c'était pareil. Sa femme, ça allait très bien niveau boulot. C'est elle qui ramenait l'argent dans la maison. Et lui, il était dans l'instabilité économique. L'histoire Donc, se répétait en fait. exactement. Donc, je lui explique tout ça. Et l'histoire, pourquoi elle se répétait? Ben, c'est justement parce que ce cadre, il était positionné. Et c'est pas un hasard que eux, ils aient positionné ce cadre dans cet espace-là. Il était positionné dans le secteur du masculin, dont le père, le grand-père, etc. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait tilt et j'ai voulu creuser l'histoire du masculin dans la lignée. Et donc, je leur ai expliqué, sauf que ce cadre, pour eux, il y avait beaucoup d'attachement émotionnel parce que c'est eux-mêmes qui avaient fait faire ce cadre par un artiste qu'ils avaient connu, qu'ils avaient aimé. Et du coup, ils ont détaché le cadre du mur parce qu'ils étaient en train de vendre leur appartement. Et là, ils ont commencé à avoir des visites de l'appartement. Et un jour, ils se sont dit non, 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 définitivement, on ne veut pas s'en défaire de ce cadre. Donc, ils l'ont Ah oui. remis. Et moi, plusieurs mois après, j'ai pris de leurs nouvelles. Ils m'ont dit que l'appartement ne s'était pas vendu et ils m'ont avoué qu'ils avaient remis le cadre. Donc, c'est là où je dis, on ne peut pas faire le travail pour l'autre. On peut leur expliquer, peut-être Oui, montrer le chemin, mais on ne peut pas faire le travail pour l'autre. Ça serait ouais, trop je facile. comprends. Oui, chacun a son propre chemin et chacun doit avancer au rythme, à son C'est rythme en ça. fait.
Écoute, Si ça... ça fait bientôt 1 heure qu'on se parle, c'est fou comme ça a trop vite passé. Euh, J'aimerais qu'on résume un petit peu tout ce qu'on a dit assez rapidement. Mon but, c'était vraiment de montrer avec ce podcast l'impact en fait de l'environnement sur nous. J'aime beaucoup ce que tu as apporté sur le fait que ben, c'est un miroir en fait. Notre environnement reflète qui nous sommes et vice-versa. J'aime aussi tout ce que tu as amené au niveau, ben, les notions du feng shui, etc. Je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose à ça. Non, j'ai juste envie d'inviter les personnes à être attentifs en fait à leur environnement. Voir si elles ont tendance à accumuler certaines choses, voir si déjà si leur espace leur plaise. Est-ce que les personnes se sentent bien dans leur maison? Des fois, il y a des personnes qui sont toujours dehors, en fait, qui n'aiment pas être chez eux, chez elles. Un exercice qui peut être intéressant, ça peut être de s'asseoir dans son salon et de commencer à observer en conscience l'espace qui nous entoure, chacun des objets, les couleurs, les murs, les symboles qu'on a dans notre décoration, les cadres, les photos. Est-ce que tout ce que vous avez autour reflète encore la personne que vous êtes ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vous reflètent pas ou qui ne reflètent pas ce que vous avez envie de devenir ou ce que vous avez envie de manifester? Je pense que ça peut être Hmm. un très bon exercice pour commencer à se connecter avec son lieu de vie. Puis au final, c'est un exercice aussi de retour à soi parce que c'est venir se questionner sur qui nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut réellement parce que des fois, on se pose même pas la question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous fait du bien, euh, quels sont nos objectifs ou nos aspirations. Donc, j'aime beaucoup ce que tu apportes avec le Feng Shui dans le sens que ça nous amène à nous dépasser en tant que personne et ça vient aussi bah, montrer là où il y a un peu de stagnation en soi. Exactement. Puis, ben Charlotte, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi les accompagnements que tu proposes? Comment les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions ou travailler avec toi? C'est sûr que je vais mettre tes coordonnées dans la description, mais si tu voulais aussi mentionner tout ça. Eh ben, merci beaucoup. Mes accompagnements. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon Instagram, c'est Charlotte Bouline. Je pense qu'on va mettre les liens sous Mhm. l'épisode. Alors, je vous ai déjà mentionné mon accompagnement sur 3 mois. En général, c'est mon accompagnement phare, c'est-à-dire que 99% des personnes que j'accompagne, c'est sous cette forme. Des fois, il y a des cas un peu particuliers où c'est des accompagnements un peu plus express ou juste une pièce ou ce genre de choses. Euh, et j'ai également le cours, c'est comme un atelier pour justement apprendre à bien choisir son nouveau lieu de vie. Je sais qu'au Canada, la majorité des personnes, je ne sais pas si ta communauté vient beaucoup du Canada, j'imagine, mais la majorité des déménagements se font au mois de le Juillet. 1er juillet, ouais, Oui, quelque chose comme ça. 1er juillet. Donc, c'est un bon moment, là, le printemps, pour justement apprendre les règles basiques de Feng Shui pour ne pas choisir un appartement qui va venir justement nous drainer énergétiquement ou faire stagner notre vie sur certains aspects, que ce soit professionnel, relationnel, etc. Voilà, donc c'est les deux accompagnements que j'ai à proposer. Puis l'accompagnement pour une seule pièce, ça c'est possible et ça reste efficace même si on n'agit pas sur l'ensemble du bien ou du lieu. Bah après, s'il y a une problématique, ça peut être par exemple la chambre ou le bureau. En général, quand on agit sur le bureau, on arrive à débloquer pas mal de choses. J'ai fait 1 ou 2 fois accompagnement juste chambre. Mais la chambre, c'est assez limité, hein. Mais je l'ai Mhm. fait. Et il peut y avoir des très bons résultats, par exemple, sur le sommeil. Ok, ok.
Ben, merci beaucoup, Charlotte. Merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui. C'est un plaisir, d'enregistrer ce podcast avec toi, puis ben, à bientôt. Ben, écoute, le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir donné cette opportunité et merci à toutes les personnes qui nous auront écoutés.